3 drones abattus en 6 minutes fissurent le ciel burkinabé. Dans un espace longtemps jugé sous-équipé, cette riposte fulgurante inverse l'attente et transforme une vulnérabilité aérienne en avantage tactique mesuré, lisible pour les unités et les techniciens, sans accumulation d'équipements, par réajustement méthodique des méthodes. Que signifie pour vous ce choix d'Ibrahim Traoré, répondre plutôt que subir, au cœur de l'équation Ibrahim Traoré-Burkina Faso, quand l'observation devient décision et coordination partagée entre terrain et système? Et si cette nuit silencieuse marquait le moment où le ciel change de camp durablement? Ce récit promet une lecture précise, sans emphase inutile, d'un basculement discret mais structurant. Il ne s'agit pas d'exalter une prouesse isolée, mais d'expliquer comment une série d'indices faibles, correctement interprétés, peut redéfinir une posture nationale face à une surveillance aérienne méthodique. Le bénéfice pour le lecteur est clair: comprendre en quelques minutes ce qui change réellement quand l'observation cesse d'être fragmentée et devient collective, synchronisée, opérante. L'enjeu dépasse l'incident. Il touche à la manière dont un État perçu comme périphérique reconstruit sa marge de manœuvre sans promesses technologiques irréalistes. À travers les décisions prises, les ajustements internes et la coordination entre acteurs, se dessine une question centrale: à quelles conditions une vulnérabilité chronique peut-elle être convertie en levier stratégique durable? Cette interrogation traverse les analyses de Burkina Faso News et alimente les débats sur la souveraineté aérienne au Sahel. Si la réponse n'était ni matérielle ni spectaculaire, mais méthodique et reproductible, qu'impliquerait-elle pour les équilibres régionaux à venir? La première révélation tient en une donnée simple: une trajectoire identifiée culminant à 2000 mètres. Ce chiffre, isolé au départ, a suffi à invalider l'hypothèse d'un survol banal et à suggérer une reconnaissance prudente, conduite à distance pour tester les capacités locales. En quelques nuits, l'accumulation d'observations a transformé un soupçon diffus en lecture structurée, où chaque altitude devenait un indice et chaque variation un signal exploitable. Le contexte est celui d'un espace aérien longtemps décrit comme fragile. Les radars burkinabés, réputés obsolètes, ne livraient que des micro-écarts, des frémissements vite attribués aux bruités techniques. Pourtant, superposés aux témoignages du terrain, ces écarts ont commencé à dessiner une cohérence. Les soldats rapportaient des lumières irrégulières, parfois lentes, parfois nerveuses. Les ingénieurs, eux, observaient des lignes tremblantes revenant à la normale après une respiration électronique. Pris séparément, ces éléments semblaient anodins. Mis en parallèle, ils formaient une chaîne causale. C'est dans cette convergence que l'analyse a changé d'échelle. Les apparitions se répétaient selon un rythme mesuré. Les trajectoires se resserraient autour de zones sensibles. L'altitude variait de manière intentionnelle. La menace n'était plus ponctuelle, elle était progressive. Cette relecture a imposé l'abandon d'une interprétation technique isolée au profit d'une compréhension systémique, où le ciel devenait un espace lisible. À ce stade, Ibrahim Traoré intervient moins comme figure spectaculaire que comme point d'alignement. En reconnaissant la continuité des indices, il valide une lecture patiente fondée sur l'interprétation des signaux faibles. La question posée au lecteur au départ trouve ici sa première réponse. L'observation collective, lorsqu'elle est synchronisée, peut précéder et orienter la décision. Deux figures discrètes structurent cette phase initiale: les soldats des avant-postes et les ingénieurs chargés de maintenir des radars usés jusqu'à la limite de leur capacité. Leur rôle n'a rien de spectaculaire, mais il devient décisif dès lors que l'on cesse de considérer le terrain et la technique comme des sphères séparées.
Les premiers décrivent ce qu'ils voient et ressentent. Les seconds traduisent ces perceptions en langage exploitable. Sur le terrain, les soldats parlent de lumières erratiques glissant au-dessus des positions, puis accélérant brusquement, comme si une présence extérieure cherchait à mesurer la vigilance humaine. Ils notent des pulsations brèves, des disparitions soudaines, un rythme irrégulier qui finit par créer une impression d'intrusion intime presque familière. Leur observation n'est pas analytique, mais elle est constante, répétée, attentive aux écarts. Dans les salles techniques, les ingénieurs lisent un autre récit. Les écrans montrent des lignes tremblantes, des micro-variations qui reviennent à la normale après une seule impulsion électronique. Ce qui passait autrefois pour du bruit devient progressivement un pouls. Chaque vibration minime est enregistrée, comparée, replacée dans une séquence plus large. Leur travail consiste moins à moderniser qu'à interpréter. Lorsque ces deux regards sont superposés, un premier effet se produit. La situation gagne en profondeur. Le terrain fournit la forme, la technique révèle la logique. Cette synchronisation précoce crée un langage commun, réduit les angles morts et accélère la circulation de l'information. Sans riposte encore visible, un basculement s'opère déjà. La menace cesse d'être abstraite. Retenez surtout ceci. La coordination précoce devient la première ligne de défense. Au départ, tout ressemble à un murmure. Les premières apparitions de drones sont sporadiques, presque hésitantes. Un point lumineux traverse le ciel, puis disparaît sans laisser de traces exploitables. Les unités consignent ces passages irréguliers, cherchant un motif qui refuse encore de se révéler. Les radars fatigués ne livrent que des secousses faibles, insuffisantes pour conclure. Le pays se tient dans un entre-deux inconfortable, inquiet, mais sans certitude opérationnelle. Puis, le rythme change. Les vols cessent d'être isolés. Les apparitions deviennent régulières. Les altitudes commencent à varier selon une logique perceptible. Les trajectoires se resserrent autour de zones sensibles, comme si une main extérieure dessinait lentement un périmètre invisible. L'hypothèse du hasard s'érode. Chaque nuit ajoute une couche supplémentaire à l'observation. Les soldats notent des variations de vitesse, des descentes progressives suivies de fuites soudaines. Les techniciens voient les fréquences radar frémir, chercher un équilibre instable. La situation glisse de l'étrange vers l'urgent. Vient ensuite la phase de confirmation. Les drones adoptent une logique en boucle. Ils reviennent sur les mêmes segments. Ils ajustent leur route. Ils répètent des passages à des intervalles calculés. Ce comportement révèle une intention de cartographie active. L'espace aérien n'est plus simplement traversé, il est mesuré, testé, calibré. Les équipes comprennent que la marge d'analyse se réduit. Observer ne suffit plus. Chaque nuit alourdit la pression décisionnelle. Le point de bascule survient en quelques heures. Un premier appareil est détecté anormalement rapide en pleine nuit. Quelques minutes plus tard, un second suit exactement la même trajectoire, confirmant un schéma volontaire. Un troisième tente une échappée vers le sud, comme pour tester la cohésion de la couverture. À cet instant, la séquence cesse d'être une hypothèse analytique. Elle devient une offensive structurée. Les unités se repositionnent, les techniciens verrouillent les signaux. Les ordres circulent avec une clarté que les nuits précédentes n'avaient jamais exigée. Le pays entre en défense active. C'est dans cette densité extrême qu'Ibrahim Traoré intervient. L'ordre transmis est bref, sans emphase, mais il condense plusieurs nuits d'apprentissage collectif. La décision ne surgit pas de nulle part. Elle cristallise une lecture partagée du ciel. Moins de 6 minutes plus tard, les trois drones sont neutralisés. Le bruit familier disparaît. Le silence qui suit est lourd, presque matériel. Avant, un pays observé. Après, un pays qui répond.
La portée de cette séquence dépasse la destruction des appareils. Elle révèle un déplacement profond dans l'équilibre entre observateur et observé. Les données accumulées, trajectoires répétées, variations d'altitude, micro-écarts radar, prennent soudain sens dans un même cadre. La riposte n'est pas seulement rapide, elle est lisible. Elle montre que la cohérence méthodique peut compenser une faiblesse matérielle. Ce retournement agit comme une déchirure stratégique. Il signale que l'espace aérien n'est plus neutre mais revendiqué. Le ciel cesse d'être un arrière-plan lointain pour devenir un territoire disputé, compris et défendu. Dans les discussions internes, l'épisode s'impose comme un marqueur. La vigilance patiente a trouvé son point d'aboutissement. La séquence est close, mais ses effets commencent à peine à se déployer. Avant recalibrage, les radars burkinabés ne distinguaient que des signaux faibles et discontinus. Après ajustement, ils parviennent à isoler une trajectoire culminant à 2000 mètres, transformant un bruit technique en information exploitable. Cette bascule initiale ne repose pas sur un saut technologique, mais sur une modification des seuils de lecture et des routines d'interprétation, rendant visibles des variations auparavant noyées dans le fond. La première mesure CLEF concerne l'altitude. L'identification répétée d'un appareil évoluant à 2000 mètres indique une reconnaissance menée à distance, prudente, visant à cartographier sans déclencher d'alerte immédiate. La nuit suivante, un second drone est confirmé à 1500 mètres, altitude plus basse interprétée comme une tentative de dissimulation, exploitant les zones d'ombre connues des capteurs. Un troisième est ensuite repéré à 800 mètres lors d'une fuite vers le sud, révélant une manœuvre d'évasion active. Pris ensemble, ces niveaux forment un triptyque cohérent: observer, se dissimuler, puis rompre, qui invalide l'idée d'un survol erratique. La deuxième mesure porte sur la vitesse. Le premier appareil est évalué à 400 km/h, estimation corroborée par plusieurs points d'observation. Cette allure suggère une capacité d'ajustement rapide face aux capteurs adverses, compatible avec une plateforme capable de modifier sa route en temps réel. L'intérêt de ce chiffre n'est pas spectaculaire. Il réside dans sa répétition et sa compatibilité avec les variations d'altitude observées. La vitesse devient ainsi un indicateur de pilotage intentionnel, non un simple paramètre isolé. La troisième mesure concerne la sensibilité radar. La comparaison des relevés avant et après recalibrage met en évidence une capacité accrue à détecter des micro-ruptures auparavant invisibles. Ces écarts, parfois infimes, se manifestent par des vibrations brèves, des lignes à l'écran, suivies d'un retour rapide à la normale. Leur fréquence augmente à mesure que les trajectoires se répètent, permettant aux équipes de distinguer des motifs là où il n'y avait que des anomalies dispersées. Cette amélioration ne multiplie pas les données, elle en améliore la lisibilité. L'intérêt analytique tient à la convergence. Les altitudes, la vitesse et les micro-ruptures se répondent et se confirment mutuellement. Les trajectoires circulaires observées au-dessus de zones sensibles correspondent aux variations de vitesse. Les descentes graduelles coïncident avec des anomalies radar plus marquées. Les tentatives de fuite s'accompagnent d'écarts plus nets. Cette superposition réduit l'incertitude et permet d'anticiper les mouvements suivants, condition nécessaire à une décision rapide. Des critiques avancent que ces chiffres pourraient relever d'un concours de circonstances. Pourtant, leur répétition sur plusieurs nuits et leur cohérence interne affaiblissent cette thèse. Les mesures ne sont pas isolées, elles s'inscrivent dans une série. C'est cette continuité qui transforme des données modestes en preuves opérationnelles. La lecture devient cumulative, non événementielle. Dans ce cadre, l'intervention d'Ibrahim Traoré n'ajoute pas une couche politique aux chiffres, elle en valide l'usage. En reconnaissant la valeur de ces mesures convergentes, il entérine une méthode où la décision découle d'une lecture partagée des données,
plutôt que d'un signal unique. La réponse n'est pas fondée sur l'exception, mais sur la répétition interprétée. Lorsque des indicateurs simples sont alignés et compris collectivement, ils suffisent à inverser le rapport d'observation. La preuve quantitative ne tient pas à la grandeur des chiffres, mais à leur cohérence dans le temps. Deux thèses critiques émergent rapidement pour tester la solidité de la riposte. La première affirme que l'interception de 3 drones en un laps de temps réduit relèverait surtout d'un alignement favorable de circonstances. Selon cette lecture, les appareils neutralisés n'auraient pas mobilisé leurs capacités les plus furtives, ce qui expliquerait une détection et une neutralisation facilitée. Dans ce cadre, la réussite serait moins le signe d'une montée en compétence que le résultat d'un adversaire prudent, voire incomplet dans son approche. La seconde thèse soutient que les dispositifs burkinabés demeurent structurellement trop rudimentaires pour affronter des menaces répétées. L'amélioration observée serait une adaptation d'urgence, difficilement reproductible face à une pression plus dense ou plus longue. Les sceptiques insistent sur la fragilité des radars, la rareté des moyens et l'absence d'une profondeur technologique suffisante. À leurs yeux, la séquence réussie masquerait une vulnérabilité persistante, exposée au moindre changement de méthode adverse. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils rappellent des limites réelles et évitent toute idéalisation. Toutefois, confrontés aux données accumulées, ils perdent de leur force explicative. Les trajectoires repérées sur plusieurs nuits, la constance des variations d'altitude, de 2000 à 1500, puis 1800 mètres, et la répétition des motifs circulaires indiquent un processus observé dans la durée. La cohérence interne des relevés suggère un apprentissage progressif, non un succès isolé. De plus, la convergence entre témoignages du terrain et lectures techniques réduit la probabilité du hasard. Les pulsations lumineuses signalées par les soldats coïncident avec des anomalies radar détectées par les ingénieurs. Cette superposition crée une redondance informationnelle qui renforce la fiabilité de l'analyse. Une circonstance favorable peut expliquer un événement, elle explique difficilement une série structurée. La seconde critique, centrée sur la fragilité matérielle, pointe un risque réel mais néglige un élément décisif, la dynamique. Les systèmes ne sont plus statiques. Ils évoluent par ajustements successifs, nourris par l'expérience immédiate. La capacité à lire, comparer et anticiper progresse même sans rupture technologique majeure. Cette dynamique n'annule pas les limites, elle les rend visibles et est donc travaillables. En définitive, les thèses sceptiques éclairent les contraintes, mais elles sous-estiment la valeur de l'apprentissage collectif. La riposte ne prouve pas une invulnérabilité, elle démontre une trajectoire. Et dans un environnement contesté, la trajectoire compte souvent autant que le point d'arrivée. À ce moment-là, une évidence s'impose. Le ciel a changé de statut. Ce moment médian marque l'instant où l'épisode cesse d'être une succession d'incidents pour devenir une structure intelligible. Les relevés militaires, enfin alignés avec les témoignages du terrain, révèlent une mécanique cohérente. Les drones ne se contentaient pas d'apparaître, ils cartographiaient, testaient et ajustaient leur trajectoire par répétition successive. La révélation n'ajoute aucun fait nouveau, elle réordonne ce qui était déjà là, dispersé. Cette relecture transforme le sens de la riposte. La neutralisation rapide n'est plus l'événement central, elle devient la conséquence visible d'un apprentissage discret. Les trajectoires circulaires, les variations d'altitude et les micro-ruptures radar s'assemblent en un schéma lisible, suffisamment stable pour permettre l'anticipation. L'espace aérien passe d'un arrière-plan incertain à un territoire observé, compris, revendiqué.
Dans cette convergence, Ibrahim Traoré apparaît comme un pivot d'alignement plutôt que comme un catalyseur spectaculaire. Il reconnaît la continuité des indices et valide une lecture systémique où la décision découle d'un ensemble partagé, non d'un signal isolé. Le centre de gravité se déplace. La souveraineté ne repose plus sur l'équipement, mais sur la capacité à interpréter. Dès lors, l'incident devient un repère. Il ne clôt pas l'histoire, il en redéfinit la direction. Au niveau de l'État, la neutralisation des drones produit un effet institutionnel immédiat. Elle valide une chaîne décisionnelle fondée sur la lecture partagée des signaux plutôt que sur l'attente d'une confirmation extérieure. Les administrations concernées réévaluent leurs protocoles. L'alerte n'est plus pensée comme un acte ponctuel, mais comme un fluide continu reliant observation, interprétation et action. Cette logique renforce la crédibilité interne de la décision rapide tout en réduisant les délais de coordination. L'épisode agit ainsi comme un test grandeur-nature d'une gouvernance de crise plus horizontale, où l'information circule avant de se figer. Pour l'appareil militaire, l'impact est structurel. Les unités passent d'une posture essentiellement déclarative à un rôle intégré dans une architecture plus dense. Les avant-postes, les équipes radars et les centres de décision cessent d'opérer en silo. La séquence crée une discipline nouvelle. Chaque observation compte, même imparfaite, dès lors qu'elle s'inscrit dans un ensemble comparatif. La riposte rapide n'est pas l'aboutissement d'une supériorité matérielle, mais la preuve qu'une cohérence méthodique peut compenser des limites techniques. Dans cette dynamique, l'intervention d'Ibrahim Traoré devient un marqueur d'alignement, non un geste isolé. Sur le plan économique, les répercussions sont plus diffuses, mais réelles. Les zones industrielles, les axes logistiques et les sites d'exploitation, souvent perçus comme vulnérables à des surveillances discrètes, gagnent en lisibilité stratégique. La démonstration que le ciel peut être observé et défendu, même avec des moyens contraints, incite les gestionnaires publics à revoir leurs évaluations de risques. La sécurité aérienne cesse d'être un sujet abstrait. Elle devient un facteur de stabilité pour la production et le transport. Cette relecture ne supprime pas les fragilités, mais elle en offre une cartographie plus précise. Pour les citoyens, l'effet est avant tout symbolique. L'épisode rompt avec un sentiment d'impuissance accumulé face à des menaces perçues comme invisibles et incontrôlables. Les récits circulent rapidement, transformant une opération technique en repère collectif. Le ciel, longtemps lointain, devient un espace dont la compréhension semble accessible. Cette perception nouvelle n'élimine ni l'inquiétude ni la prudence, mais elle les encadre. La vigilance apparaît comme une compétence partagée, non comme une injonction anxiogène. À l'échelle régionale et internationale, l'incident déplace les grilles d'analyse. Il montre qu'un acteur souvent classé en position périphérique peut contester une surveillance organisée par la seule force de la coordination interne. Les observateurs extérieurs réajustent leurs hypothèses. L'efficacité ne se mesure plus uniquement à la sophistication des équipements, mais à la capacité d'un système à apprendre vite. Cette requalification modifie les équilibres symboliques du Sahel en rappelant que l'espace aérien n'est jamais neutre lorsqu'il est lu et revendiqué. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence centrale. La riposte ne ferme pas le dossier, elle ouvre une trajectoire. Le ciel n'est plus seulement défendu, il est compris comme un levier d'organisation collective. Le Burkina Faso consolide les acquis sans chercher de rupture technologique majeure. Les routines d'observation mises en place après l'épisode des drones deviennent des standards opérationnels. Les radars recalibrés sont entretenus selon un cycle régulier et les circuits d'alerte gagnent en fluidité. Cette trajectoire privilégie la continuité. Chaque ajustement s'appuie sur l'apprentissage précédent.
Le risque principal n'est pas l'échec, mais l'essoufflement progressif si la vigilance collective se relâche. La stabilité est atteinte, mais elle demeure conditionnelle à la discipline interne. L'élan actuel se transforme en accélération méthodique. Les équipes capitalisent sur la lecture des signaux faibles pour structurer une formation spécialisée, centrée sur l'interprétation plutôt que sur l'équipement. Les témoignages du terrain, les relevés techniques et les décisions opérationnelles sont intégrés dans un même circuit d'analyse. Cette densification crée un effet d'entraînement, y compris au niveau régional, où certains voisins observent et adaptent des pratiques similaires. Dans ce cadre, la posture défendue par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique cumulative. La souveraineté aérienne progresse par couches successives sans dépendre d'un saut spectaculaire. Les acteurs extérieurs ajustent leurs méthodes. Les trajectoires deviennent plus furtives, les signatures radars plus volatiles et la pression s'installe dans la durée plutôt que dans le choc. Le défi n'est plus l'intrusion ponctuelle, mais la saturation progressive des capacités d'analyse. Les équipes sont sollicitées en continu, ce qui accroît le risque d'erreur ou de fatigue décisionnelle. Dans ce contexte, la fragilité n'est pas tant matérielle que cognitive. Lire trop de signaux, trop souvent, sans hiérarchisation claire. Ces trois scénarios ne s'excluent et nient pas totalement. Des éléments de chacun peuvent en coexister selon les périodes et les zones. La question n'est donc pas de prédire lequel prévaudra, mais de préparer un cadre mental capable d'absorber ces variations. Une recommandation s'impose. Raisonner en couches. Lire les signaux, comprendre leur rythme, anticiper leur usage possible. Cette approche limite les réactions isolées et réduit les angles morts sans prétendre éliminer l'incertitude. À moyen terme, la capacité décisive ne réside ni dans l'anticipation parfaite, ni dans la riposte la plus rapide, mais dans la cohérence des lectures partagées. C'est elle qui permet d'ajuster la posture sans rupture brutale, quelles que soient les évolutions à venir. Pour les jeunes générations, l'épisode des drones agit comme un repère inattendu. Il montre qu'un pays aux moyens contraints peut apprendre rapidement, non en accumulant des outils, mais en affinant sa manière d'observer. La vigilance cesse d'être synonyme d'alerte permanente. Elle devient une compétence progressive, fondée sur l'attention aux écarts et à leur répétition. Cette lecture invite à considérer la sécurité non comme un domaine lointain, mais comme un espace où la compréhension collective joue un rôle central. Pour les acteurs institutionnels et économiques, la leçon n'est plus structurelle. L'incident rappelle que la protection ne peut plus reposer sur un seul segment, qu'il soit technique, administratif ou militaire. Les anomalies observées sur le terrain prennent sens lorsqu'elles sont reliées aux données et intégrées dans des circuits décisionnels clairs. Une piste souvent dévoquée consiste à simplifier ces circuits afin d'éviter que des informations précieuses ne restent isolées. Cette démarche ne requiert pas nécessairement plus de ressources, mais une meilleure articulation interne. Pour les observateurs extérieurs, enfin, l'épisode invite à nuancer les jugements rapides. Un espace aérien contesté n'est jamais abstrait. Il concerne aussi ceux qui vivent dessous, qui l'écoutent et qui le lisent. La souveraineté ne se décrète pas par une annonce. Elle se construit par des pratiques répétées, parfois invisibles. Comprendre cette dynamique permet d'éviter les analyses binaires opposant faiblesse et puissance. Une idée traverse ces trois niveaux. La capacité d'interprétation compte autant que la capacité d'action. Lire un signal, le comparer, puis le partager modifie déjà le rapport à la menace. Pour le lecteur, la question devient alors personnelle. Dans un environnement saturé d'informations, comment distinguer l'anomalie significative du simple bruit? Cette interrogation ne cherche pas une réponse immédiate, elle propose un déplacement du regard, où la compréhension précède la réaction.
Dans cette logique, l'épisode burkinabé cesse d'être un fait lointain pour devenir un cas d'école sur la manière d'habiter un espace incertain sans s'y perdre. La question, au lendemain de l'opération, n'est plus de savoir si une réponse est possible, mais comment l'inscrire dans la durée. La trajectoire esquissée repose sur une logique simple: transformer une intuition partagée en méthode stable, puis la méthode en routine collective. Cette continuité constitue le cœur d'une souveraineté aérienne praticable, indépendante des effets d'annonce. Première étape: renforcer la détection locale. Les radars recalibrés offrent un socle, mais leur efficacité dépend d'ajustements réguliers. Instituer un cycle périodique de vérification et de simulation permettrait de mesurer l'évolution de la sensibilité des capteurs et d'éviter un retour silencieux à la vulnérabilité. L'indicateur clé n'est pas la performance maximale, mais la constance des lectures dans le temps. Deuxième étape: former des opérateurs spécialisés. Les variations d'altitude, les ruptures de trajectoire et les micro-écarts ont joué un rôle décisif. Un parcours de formation court, centré sur la lecture des signaux faibles, renforcerait la capacité d'interprétation. Le progrès se mesurerait par la diminution des anomalies non comprises plutôt que par l'augmentation du volume de données. Troisième étape: intégrer le civil et le militaire. De nombreuses observations sont apparues sur le terrain avant d'être confirmées techniquement. Relier ces perceptions à un circuit d'alerte simplifié réduirait les délais et limiterait les pertes d'informations. La performance se jugerait à la fluidité de circulation entre postes éloignés. Quatrième étape: harmoniser la réponse. Un protocole commun garantirait que chaque intrusion déclenche une réaction lisible et comparable. Tester régulièrement ce schéma permettrait d'identifier les frictions et de les corriger avant qu'elles ne deviennent critiques. Dans cette approche, Ibrahim Traoré n'incarne pas une rupture spectaculaire, mais une orientation méthodique. La souveraineté n'est pas un sommet à atteindre, mais une trajectoire à maintenir par l'attention, la discipline et l'apprentissage continu. Lorsque le calme revient au-dessus du Burkina Faso, un détail persiste comme une empreinte discrète: ces lignes tremblantes observées dans la pénombre des salles techniques. Longtemps perçues comme un défaut, elles avaient été reléguées au rang de bruit ancien, signe d'un matériel fatigué. Pourtant, nuit après nuit, elles se sont imposées comme un fil conducteur, reliant des observations éparses en une compréhension partagée du ciel. Ce motif raconte une transformation silencieuse. Les soldats, les opérateurs et les ingénieurs ont appris à reconnaître ces micro-variations, à les comparer, puis à leur donner sens. Ce qui n'était qu'un frémissement est devenu un signal. Ce qui paraissait isolé a trouvé sa place dans un ensemble. L'attention patiente a précédé l'action, et c'est elle qui a rendu la décision possible. Dans cette continuité, Ibrahim Traoré apparaît comme celui qui assume cette lecture accumulative. Il ne s'agit pas de célébrer un succès ponctuel, mais de reconnaître la valeur d'un apprentissage collectif bâti sans rupture spectaculaire. Le ciel n'a pas été conquis par un geste unique, il a été compris par une discipline partagée. Les lignes tremblantes cessent alors d'être un détail technique. Elles deviennent une métaphore. Un pays qui sait lire ses propres variations possède déjà une forme de maîtrise. Avant même la riposte, cette maîtrise existait dans l'attention accordée aux signes faibles. Et l'idée essentielle se résume ainsi: le ciel se comprend avant de se défendre. À mesure que cette histoire s'éloigne de l'événement brut, une dynamique plus large apparaît. Elle ne concerne pas seulement des drones ou des trajectoires, mais la manière dont une société apprend à prêter attention à ce qui la survole. Le ciel n'est plus un espace abstrait réservé aux spécialistes.
Il devient un lieu de lecture collective où chaque signal compte parce qu'il peut être partagé, comparé, compris. Cette perspective dépasse le cas burkinabé. Elle interroge la façon dont des États, des institutions et des citoyens s'adaptent à des environnements saturés d'informations et d'incertitudes. L'expérience décrite ici suggère que la souveraineté ne se résume pas à la possession d'outils, mais à la capacité d'organiser l'attention. Dans cette optique, la posture défendue par Ibrahim Traoré prend une dimension symbolique. Elle met l'accent sur la continuité plutôt que sur l'éclat. Reste alors une question ouverte adressée au lecteur. Dans un monde où les menaces sont souvent invisibles et diffuses, qu'est-ce qui mérite réellement d'être surveillé en priorité? La technologie elle-même ou la manière dont nous apprenons à lire ses traces? Cette interrogation n'appelle pas une réponse immédiate. Elle invite à prolonger la réflexion au-delà de cet épisode vers d'autres ciels, d'autres contextes, d'autres formes de vigilance. Souhaitez-vous continuer la discussion ou approfondir un aspect particulier de ce récit?